Merci à toi d'avoir fait le choix de cette vidéo. C'était un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et dans cette vidéo, on va voir un petit peu qui était Armand Jean du Plessis de Richelieu, communément appelé le cardinal de Richelieu. Alors si on va parler de ça, c'est d'abord parce que peut-être que tu t'y intéresses actuellement, que tu es dans une phase à vouloir savoir davantage qui était ce personnage dans l'histoire de la France, qu'est-ce qu'il a incarné, ou alors que tu as envie simplement de flâner, de prendre un instant pour découvrir cette personne qui a laissé un véritable héritage dans son passage sur Terre à la France à travers les 57 années qu'il a vécues. Alors dans cette vidéo, on va voir plusieurs choses de manière résumée, on va essayer d'aller à l'essentiel. D'abord, on va voir comment il a vécu sa jeunesse, comment il a été investi et qu'il est passé de cette personne, j'allais dire ordinaire, mais on n'est jamais très ordinaire quand on arrive en tête de l'État au XVIIe siècle, à cette personne dans le clergé dès l'époque, et notamment aussi cette laïus sur l'ascension politique qu'il a pu avoir. Comment a-t-il réussi à pouvoir se retrouver à la tête de l'État français et être un petit peu le Premier ministre de l'époque. Et on verra également après ces différentes politiques d'État en tant que personnel de l'État, un ministre de l'État, et puis la mort et l'impact de sa succession sur les générations françaises et sur, on va dire, les empreintes qu'il a laissées à travers ce monde. Alors on va attaquer cette vidéo, mais juste avant qu'on attaque le contenu, je t'invite à apprécier cette vidéo pour m'encourager à reproduire ce type de contenu. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire en activant les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors le cardinal de Richelieu est une personne qui est née à Paris. Et bien qu'il y ait eu différentes polémiques sur sa naissance dans son fief familial, je tiens quand même à préciser au château des Richelieu en Touraine, il a été quand même chétif, fiévreux, et peu de gens savaient, dans ses parents et son entourage, s'il allait réussir à passer ce stade d'enfant, puisque communément, au XVIe siècle, il était difficile en fait de survivre parfois à ses naissances parce qu'il y avait plein de maladies, plein de choses qui pouvaient se passer. Donc sa famille, elle est d'ancienne noblesse, elle fait partie de l'ancienne noblesse de robe et d'épée. Donc la noblesse de robe, c'était quelque chose qui rassemblait tous les nobles qui occupaient des fonctions de gouvernement, principalement dans la justice et les finances. Et ces personnes devaient, notamment dans le cas des juristes, avoir fait des études universitaires pour pouvoir revêtir de cette robe, cette noblesse de robe. Et puis, la noblesse d'épée, finalement, ça désigne l'institution d'un ensemble de familles chargées d'assurer les fonctions d'autorité militaire et politique, plus ou moins étendues dans le cadre de régions ou dans les cadres d'une province d'un pays. Donc, il est issu de cette famille, de cette ancienne noblesse, mais une famille qui est parisienne, pauvre, mais qui est très honorablement connue, puisque son père est seigneur de Richelieu, c'est un soldat et un courtisan qui occupe la charge de grand prévôt de France. Donc si tu ne sais pas ce que c'est que le grand prévôt de France, c'est la police de la cour du roi. C'est une espèce de troupe, un peu comme une milice d'une certaine manière. Et sa mère est la fille d'un avocat au Parlement, et il est le quatrième d'une famille de 5 enfants. Donc c'est, voilà, on va dire une personne qui voit en fait son destin commencer très jeune, et qui va en fait, alors qu'il n'a que 5 ans, eh bien, voir son père mourir d'une fièvre pernicieuse, comme c'est souvent le cas à l'été, dans cette époque-là. Et comme on a pu voir pour d'autres destins, il va laisser sa famille endettée, son père, mais avec la générosité royale, ça lui permet d'éviter les difficultés financières. Il le récompense, sa famille, notamment pour des services durant la guerre de religion. Voilà, donc il va avoir, on va dire, une partie des revenus qui va être perçue par sa famille par ce côté, on va dire, de royauté envers sa famille et les services rendus. Et à l'âge de 9 ans, il est envoyé à Paris par son oncle en septembre 1594 au collège de Navarre pour étudier la philosophie, le latin, le grec et l'hébreu, rien que ça. Donc à l'époque, autant dire qu'il y avait beaucoup d'analphabètes, c'était assez réservé à une élite. Et puis il faut encore le rappeler que l'État
n'était pas dissocié du clergé. Tu peut-être t'en souviens de tes cours du collège. Et donc ces philosophies-là étaient quelque chose qui était très courant. Donc apprendre le latin, le grec et l'hébreu, je te laisse imaginer qu'aujourd'hui, juste apprendre l'anglais pour nous, ça paraît être extrêmement violent. Voilà un petit peu le programme que s'est concocté dès ses 9 ans, le cardinal de Richelieu. Donc tout ça le mène naturellement à devenir rapidement dans l'académie de cette école et de pratiquer beaucoup l'équitation qui est vraiment important à l'époque, notamment pour les gentilshommes à la carrière militaire. Donc les gentilshommes, c'était les personnes nobles qui étaient prétendues à devenir avancées. Donc il va apprendre l'équitation, la voltige équestre, l'escrime, la danse, la littérature, les mathématiques et le dessin. Donc on va éduquer un petit peu de certaine manière le cardinal de Richelieu à comprendre les codes de la monarchie, de la noblesse, de façon à ce qu'il puisse naturellement continuer à s'y développer, trouver sa voie et pouvoir être insérable dans la vie noble, dans le cours et le suite de sa vie. Donc par la suite, il va rencontrer différentes personnes à travers aussi ses études qui vont le connecter à un réseau et lui permettre de vraiment avancer. Finalement destiné à une carrière militaire, son destin va basculer autour en fait de 1605 pour la carrière religieuse, puisque son frère, Alphonse Louis du Plessis, refuse l'évêché de Luçon, gardé depuis plus de 20 ans dans la famille, pour devenir moine. Donc son frère va devenir moine en entrant à la Grande Chartreuse. Donc la Grande Chartreuse, si tu ne sais pas ce que c'est un monastère. C'est le premier monastère et la maison mère des moines ermites de l'ordre des Chartreux, dans l'Isère en fait. Et il est donc sur le 4e plus haut sommet du massif de la Chartreuse, et donc son grand frère décide de se lancer là-dedans. Et la famille refuse de perdre ce qu'elle considère comme une importante source de revenus, puisque naturellement, comme le clergé n'était pas dissocié de l'État, des sources de revenus étaient proposées quand tu avais l'évêché de Luçon, et que c'était en plus une source de revenus qui était générée depuis 20 ans dans la famille, donc il fallait quelqu'un. Et donc, il se retrouve au devant de la scène et commence donc en 1605 des études de théologie pour enfin obtenir son doctorat à la Sorbonne en 1607. Donc voilà, bac plus 8 d'une certaine manière en poche. Le cardinal de Richelieu est déjà, on va dire, vraiment avancé vers une vie qui va être absolument assez extraordinaire. Donc au départ, il est prêtre un peu sans vocation, attaché un petit peu à ses devoirs. Il est nommé en 1606 par le roi Henri IV et se rend à Rome où il reçoit l'investiture canonique le 17 avril 1607 des mains du cardinal de Givry. Donc à partir de là, il va commencer à découvrir et créer un petit peu son réseau un petit peu à l'époque, à cet endroit-là. Il devient l'ami de différentes personnes, différentes célébrités, et il va s'entourer notamment de personnes qui vont lui rester fidèles toute sa vie, des secrétaires, des médecins qui vont être recrutés et qui vont l'assister dans sa vie. Et puis, il va y avoir cette fameuse ascension politique, certainement un moment intéressant qui est très peu souvent mis en exergue, d'un homme d'église, d'un homme plus ou moins homme d'église qui s'est retrouvé là dans l'obligation dans une carrière religieuse alors qu'il voulait faire une carrière militaire, et se retrouve à 29 ans, en 1614, à devenir, suite à l'appui de différentes personnes, de se faire élire député du clergé aux États généraux de Paris, puis porte-parole de l'Assemblée, et donc il se met au service de la Régence sur les recommandations du cardinal de Perron, qui notamment a vanté, ce cardinal, ses qualités intellectuelles, et il se met du coup à demeurer là-bas. Et en 1615, à 30 ans, il se fait nommer par la Marie de Médicis, la reine-mère, grand aumônier. Donc un grand aumônier, si tu ne sais pas ce que c'est un officier de la monarchie française, la charge de la maison ecclésiastique du roi, donc voilà, un rôle qui est important, et auprès de la jeune reine d'Anne d'Autriche, puis quelques années plus tard, donc un an plus tard, ministre des Affaires étrangères au sein du Conseil du roi, et il fait partie des personnes, des ministres, des principaux ministres au service et les favoris de la reine-mère. Et donc, ça durera que 6 mois, puisque l'exécution de certaines personnes vont modifier un petit peu l'organisation de ce rôle-là.
et ils se mettent à suivre la reine suite à ces différentes désorganisations en disgrâce à Blois, dans lequel il va petit à petit en fait retrouver une certaine réflexion, et il va au fur et à mesure du temps en fait pouvoir avoir une ascension extraordinaire, notamment avec la rencontre de Louis XIII, qui va en fait le ramener au, au devant de la scène et lui permettre de pouvoir devenir une personne assez influente. Donc il lui accorde toute sa confiance parce qu'il était méfiant au départ, Louis XIII, puisqu'il avait suivi sa mère Marie de Médicis, et petit à petit a pu réussir à faire son entrée et devenir l'une des personnes les plus importantes, influentes de son temps à travers la réflexion de tout ça. Alors là-dedans, il y a beaucoup de réflexions. Il y a notamment des soumissions politiques et militaires des protestants qui a dû être géré, un volet important, la suprématie du pouvoir royal contre les grands, des choses qui ont été importantes à observer, mais je veux pas que cette réflexion dure des heures. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que dans sa mort, Richelieu a souffert de nombreuses années, de fièvre récurrente, peut-être la malaria, de rhumatisme, de la goutte. Il ne peut plus se déplacer en marchant. Et les exigences de sa politique ont rendu le cardinal tellement impopulaire qu'à l'annonce de sa mort, le peuple allume des feux de joie pour fêter l'événement. Tout ça pour dire que, encore une fois, comme Jacques Attali a pu le dire dans différentes interviews, c'est la vraie différence entre un homme d'État et un homme politique. Un homme politique, il cherche toujours à vouloir être populaire à travers ce qu'il va entreprendre comme action. Et un homme d'État va au contraire chercher à faire ce qui est important pour la nation plutôt que pour sa notoriété. Et on peut comprendre, on peut concevoir que le cardinal Richelieu a été un homme d'État puisqu'il a voulu faire des choses importantes. Donc évidemment, il y a une somme de richesse qu'il va falloir dans sa succession personnelle organisée, absolument extraordinairement difficile à mettre en place dans ce type d'époque au XVIIe siècle. Et puis, voilà, différents héritages, notamment qu'il a pu laisser sur la pensée théologique, puisqu'il a eu en fait le fait qu'il ait été d'avoir de sa carrière militaire à sa carrière religieuse l'ont amené à avoir des modes de pensée absolument novatrices à une époque là-dessus. Une pensée politique aussi qu'il a réussi à développer assez forte, rendre possible ce qui est nécessaire, être humble et respectueux quand on est plus honoré et plus respecté, plein de réflexions qu'il a pu se faire à travers son exercice du pouvoir. Il a laissé beaucoup d'écrits, notamment sa thèse de doctorat à la Sorbonne, les ordonnances qu'il a pu faire, beaucoup d'écrits sur des réflexions, notamment aussi les narrations des grandes actions du roi Louis XIII, qui sont des ouvrages historiques absolument extraordinaires. Voilà, tout plein de choses qui sont aussi intéressantes d'observer. Alors je vais pas te parler de toutes ces choses dans le détail parce que sinon la vidéo durerait des heures et il faudrait carrément faire un documentaire. Mais c'est ça pour dire que le cardinal Richelieu, si tu avais des choses à mémoriser, c'est une personne qui était amenée de sa famille à devoir avoir une carrière militaire et s'est retrouvé entre deux eaux et finalement a pu côtoyer le plus haut sommet de l'État français et même exercer pour Louis XIV, ce qui est quelque chose d'assez extraordinaire pour l'époque. Merci à toi d'avoir choisi cette vidéo, passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.